Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Le courageux rancher se réveilla pour trouver sa récompense inattendue, une magnifique épouse apache. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire en commentaire d'où vous regardez. La terre au-delà de DRY Creek était calme ce printemps-là. Encore froide la nuit, mais assez sèche pour le travail de clôture. Colt Brandon avait été seul là-bas pendant la majeure partie de la saison, juste lui, ses outils, et le rythme lent de la reconstruction de ce que le temps et le vent avaient usé. Son ranch n'était pas grand, juste un carré de terre dure blotti au pied des collines rouges. Une parcelle de terre trop sèche pour le maïs, mais assez bonne pour le pâturage, à condition de rester modeste. C'est comme ça que Colt aimait ça. Modeste, prévisible, sans dette, sans visiteurs. À 34 ans, il avait vécu plus d'années en silence qu'en compagnie. Il avait autrefois chevauché avec des éclaireurs, à l'époque où la guerre touchait à sa fin et où le territoire était encore brûlant de raids et de vengeance. Il avait perdu un frère lors de l'une de ses chevauchées. Mauvais endroit, mauvais moment. Et bien que Colt n'ait jamais blâmé les Apaches pour cela, il n'avait jamais vraiment pardonné la guerre non plus. Après cela, il avait cessé de courir après un sens et avait commencé à construire des clôtures. Personne ne pouvait mourir à cause de poteaux de clôture et de bétail sec. Il était en train de tendre du fil le long de la limite sud de sa propriété lorsqu'il l'entendit. Un son assez aigu pour percer le bourdonnement du vent et des mouches à sabots. Pas du bétail, pas des oiseaux. Quelque chose d'humain et souffrant. Il se redressa, attendit. Encore un hurlement rapide, étouffé, suivi d'un bruit bas et rauque, comme un grognement trop gros pour un chien. Colt bougea vite. Il délia les rênes du poteau, grimpa sur son hongre-bai, et le lança vers le ravin asséché. Il ne savait pas dans quoi il se précipitait, mais son ventre se serra comme autrefois avant une fusillade. Sa main resta près de la Winchester posée sur sa selle. Il lui fallut 5 minutes pour atteindre la crête au-dessus du ravin. Le cheval s'arrêta de lui-même. Colt repéra l'ours en premier. Grand, d'apparence méchante, les côtes visibles sous sa peau, clairement irrité et affamé. Il bougeait au-dessus de quelque chose au sol. Un homme. Colt descendit en un seul mouvement net, prit position derrière un bosquet de mesquite, stabilisa sa visée, et tira une fois dans l'épaule de l'animal. L'ours se cabra et se tourna vers le son. Colt ne broncha pas. Le deuxième coup l'atteignit au cou. Le troisième l'atteignit en plein entre les yeux. Il s'effondra. Il attendit 30 secondes pour être sûr. Le ravin redevint silencieux. Pas de vent, pas de chant d'oiseaux. Il descendit lentement, le fusil toujours levé. L'homme au sol ne bougeait pas beaucoup. Du sang s'accumulait sous lui, sombre et constant, s'infiltrant dans la terre craquelée. Colt s'accroupit à côté de lui, gardant un œil sur le corps immobile de l'ours. L'homme était plus âgé, des fils gris dans ses tresses noires, le visage buriné par le soleil et les années. Un Apache, à ses vêtements et à ses perles, bien qu'il ne portât ni peinture de guerre ni arme que Colt avait vu chez de jeunes guerriers. Colt posa 2 doigts sur le cou de l'homme. Encore en vie, à peine. Les yeux de l'homme s'ouvrirent, vitreux mais concentrés. Ils rencontrèrent ceux de Colt sans peur. Colt expira fortement. « Très bien, murmura-t-il. Sortons-toi d'ici. » Il était impossible que l'homme puisse marcher. Colt glissa la Winchester sous son bras, souleva l'aîné avec précaution, et le porta jusqu'à son cheval. Il avait déjà fait cela. Des poids morts sur des champs de bataille ou des ivrognes lors de convois de bétail. C'était différent, cependant. Cet homme n'était pas un fardeau. Il était le père de quelqu'un. Peut-être le grand-père de quelqu'un. Juste un homme qui était allé se promener et avait rencontré la mauvaise bête. Colt le jeta en travers de la selle et grimpa derrière. Une main maintenant l'homme stable, l'autre tenant les rênes. Le retour à la cabane fut lent. Il sentit la respiration de l'homme devenir superficielle contre son bras. Le sang était encore humide sur la chemise de Colt lorsqu'ils atteignirent la cabane. L'endroit était simple. Mur en bois, foyer en pierre, un lit, une chaise. Colt ouvrit la porte avec sa botte, allongea l'homme sur le lit de camp, et alluma la lampe à huile. Il bougea vite. De l'eau à bouillir, aiguille et fil, un couteau propre du tiroir. Il se lava les mains, puis déchira la chemise de l'aîné et commença à nettoyer la blessure. L'ours avait déchiré la peau et les muscles, mais n'avait pas cassé d'os. Chanceux, si l'on croyait en la chance.
L'homme gémit une fois lorsque Colt versa l'eau chaude. Ouais, dit Colt, la voix basse. Cette partie fait mal. Il travailla en silence pendant plus d'1 heure. Main ferme, concentration absolue. Il cousit les lacérations profondes en lignes serrées et lentes, remplit les pires endroits avec du tissu, et immobilisa le bras tordu en utilisant un vieux bâton à raser en hickory. Ce n'était pas propre, pas selon les normes d'un médecin, mais ça tiendrait. Quand ce fut fini, Colt s'assit sur la chaise près du feu et regarda l'homme respirer. Inspirer, expirer, à peine. Il n'était pas habitué à la compagnie, n'était pas sûr de ce qui allait suivre, mais l'idée de laisser un homme mourir seul sur un chemin de terre ne lui plaisait pas. Pas après toutes les morts qu'il avait vues. Il versa de l'eau dans une tasse et s'assit près du lit. L'homme n'y toucha pas, respirait juste superficiellement et régulièrement. Colt s'adossa, laissant le silence s'installer. Il n'avait pas demandé qui était l'homme. Il ne savait pas si la tribu viendrait le chercher. Il ne s'en souciait pas vraiment. Il avait fait ce qu'il fallait faire. C'était suffisant. L'aîné ne parla pas pendant 3 jours. Colt ne s'y attendait pas. Il vérifiait les bandages de l'homme chaque matin, remplaçait les linges sales par des propres, et lui donnait du bouillon à la cuillère entre ses lèvres gercées. Le vieil homme déglutissait quand il le pouvait, tournait légèrement la tête lorsque Colt éponguait la sueur, mais n'essayait jamais de parler. Ses yeux restaient vifs, cependant, observant chacun des mouvements du lit de camp, suivant Colt alors qu'il se déplaçait dans la cabane. Colt ne posa pas de questions. Il se dit que si l'homme voulait parler, il le ferait. En attendant, il gardait sa routine. Nourrir les chevaux, vérifier les lignes, transporter l'eau. Il travaillait en silence comme toujours, mais il y avait un poids différent maintenant. Le son d'un autre souffle dans la pièce, le sentiment que quelqu'un regardait, même s'il ne disait jamais un mot. Au 4e matin, Colt entra avec une brassée de bois sec sous le bras et trouva le lit de camp vide. Sa poitrine bondit. Il posa le bois rapidement et balaya la pièce du regard. La porte n'avait pas été touchée. Le fusil était toujours appuyé contre le mur. Puis un son, un mouvement près du foyer. Le vieil homme s'était tiré du lit, s'était assis en tailleur près du feu, et fixait les flammes. Il avait l'air pâle, penché en avant avec effort, mais il n'y avait pas de panique en lui. Il n'avait pas l'air perdu ou délirant. Il ressemblait à un homme faisant ce qu'il fallait faire. Comme Colt. Tu devrais être allongé, dit Colt, gardant sa voix égale. L'homme ne leva pas les yeux. Il n'avait pas l'air offensé non plus. Il parla pour la première fois d'une voix basse et rocailleuse. Tu n'as pas demandé qui j'étais. Colt resta immobile, incertain de comment répondre. J'ai pensé que tu me le dirais si ça importait. L'aîné hocha lentement la tête. Ça importe. Colt traversa la pièce, s'accroupit près du feu, mais garda une distance respectueuse. L'air sentait le lin bouilli et la fumée de pain. Dehors, le vent pressait doucement contre les volets. Mon nom est Toka, dit l'aîné. Mon peuple est à Dikret à l'est, au-delà des rochers en forme de dents. Colt connaissait l'endroit. Il avait chevauché près de là une fois. Tu m'as sauvé la vie, continua l'homme. C'est vu. Colt haussa les épaules. J'ai fait ce que n'importe qui devrait faire. Toka le regarda pour la première fois. Vraiment regardé. Son visage était aiguisé par l'âge, ridé par le soleil, mais ses yeux étaient fermes. Non, dit-il, pas n'importe qui. Il n'expliqua pas davantage. Au lieu de cela, il demanda plus d'eau et Colt l'aida à retourner au lit de camp. C'était tout. Le lendemain matin, Toka était parti. Colt se réveilla pour trouver le lit vide à nouveau, mais cette fois le feu était froid et la porte grande ouverte. Aucun signe de lutte, aucune empreinte dans la poussière, emportée par la brise de la nuit. Pas de notes, pas de marque, rien. Colt resta longtemps debout sur le porche, regardant vers les lignes de crête. Une partie de lui s'attendait à ce que l'homme revienne. Une autre savait mieux. La journée passa lentement, silencieuse, familière. Mais quelque chose flottait dans l'air maintenant, une agitation. Cette nuit-là, Colt ne dormit pas bien. Il se réveilla tôt, avant l'aube, la lumière commençant juste à adoucir les bords du ciel. Il tendit la main vers la bouilloire, pensant aux corvées, et s'arrêta. Quelqu'un était dans la cabane. Elle était assise près du feu froid, le dos tourné vers lui, les mains jointes sur ses genoux. Il n'avait pas entendu la porte. Il n'avait pas entendu de pas. La femme ne bougea pas lorsqu'il se redressa.
Elle attendait juste. Sa peau était bronzée par le soleil. Ses longs cheveux noirs étaient légèrement ondulés, lâches dans son dos, mais décorés de 2 lanières de cuir qui étaient tombées sur son épaule. Elle portait une robe en peau de daim déchirée, décolletée à l'avant, la bretelle d'un côté pendant à moitié lâche. Ses cuisses étaient visibles à travers une longue déchirure dans l'ourlet, et le tissu s'accrochait à ses hanches d'une manière qui coupa le souffle de Colt. Pas par luxure, mais par confusion. Il y avait une sacoche près de ses pieds nus. Elle avait marché longtemps. Elle ne broncha pas lorsqu'il se leva. Colt attrapa lentement sa chemise. « Tu t'es perdu ?» Elle tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, sombres, larges, sans ciller. « Non. » Sa voix était douce, ferme. Il étudia son visage. Elle n'était pas effrayée, ni faible, mais elle était silencieuse, de la manière dont quelqu'un le devient après que trop de choses aient été prises. Comme si elle avait déjà traversé toutes les versions de la douleur et ne voulait plus que le calme. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Un instant passa. Elle hocha légèrement la tête. Il lui prépara à manger. Des œufs, du pain, de la viande séchée. Elle mangea tranquillement près du foyer tandis qu'il s'asseyait de l'autre côté de la pièce, incertain de quoi demander. Quand elle eut fini, elle se leva et lui fit face. « Mon nom est Sana, dit-elle. Toka est mon grand-père. » Cela l'arrêta. « Je ne comprends pas. Il m'a envoyé. Mon peuple, il croit qu'une vie sauvée doit être honorée. Parfois, une femme est envoyée. » La mâchoire de Colt se crispa. Il se leva lentement, non pas en colère, mais troublé. « Je n'ai pas fait ça pour ça. »« Je sais. » Il la regarda. Vraiment regarda maintenant. Elle n'avait pas honte. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tension. Ce n'était pas un cadeau. C'était un exil. Une punition silencieuse enveloppée dans la tradition. Elle avait été chassée sous couvert d'honneur. Colt se frotta la main sur la bouche. « Tu ne me dois rien. Je reste si tu le permets. Tu as un autre endroit où aller ? » « Non. » Le silence s'installa à nouveau, cette fois plus lourd. Colt regarda ses pieds nus, la sacoche en cuir usé, la courbe fatiguée de ses épaules, la déchirure de sa robe. Elle n'avait nulle part où retourner. Il comprit cela. « Très bien, tu peux rester, dit-il finalement. Mais tu n'es pas à moi. » Elle baissa les yeux, non pas honteuse, juste soulagée. « Je sais. » Il prit la couverture supplémentaire de l'étagère et la lui tendit sans un mot. Elle l'accepta, hocha la tête une fois, et s'allongea sur le sol près du feu, repliant son corps dessous comme si c'était plus de chaleur qu'elle n'en avait eu depuis des jours. Colt s'assit sur le bord du lit de camp et fixa le feu. Elle avait été envoyée, mais elle n'était pas venue pour appartenir. Elle était venue pour survivre, et maintenant lui aussi. Le matin vint sans bruit. Colt s'était levé tôt comme il le faisait toujours. Bottes lacées serrées, manteau jeté sur ses épaules avant que le soleil n'atteigne la fenêtre de la cabane. Il ne regarda pas tout de suite vers la cheminée. Il ne voulait pas. Mais il entendit le bruissement du tissu, la petite expiration de quelqu'un qui se réveillait, et sut qu'elle était toujours là. Sana n'avait pas bougé pendant la nuit, du moins pas beaucoup. Elle était blottie sous la couverture, une main posée sous sa joue, son corps légèrement tourné vers les braises mortes du feu. Sa robe avait glissé plus haut sur sa cuisse pendant qu'elle dormait, révélant la courbe lisse et poussiéreuse de sa hanche. Mais Colt détourna rapidement le regard, non pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait pour un homme comme lui de regarder trop longtemps une femme comme ça. Seul, sans nulle part où aller, essayant de survivre. Il sortit pour s'éclaircir la tête. Le froid matinal mordit à travers son manteau. La terre était la même que jamais, large, calme, s'étendant sous un ciel pâle. Il fit le chemin de la cabane à la grange, vérifia les chevaux, remplit leurs auges. Ça le calmait. Ça l'avait toujours fait. Pourtant, sa présence le suivait. Pas bruyante, pas intrusive, juste là. Quand il revint, Sana était réveillée. Elle était assise sur le sol, les genoux repliés. La couverture enveloppée autour de ses épaules. Ses longs cheveux étaient tombés en avant, cachant la majeure partie de son visage. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle attendait juste. Colt bougea lentement, prit une marmite sur l'étagère et alluma un feu dans le poêle. « Tu bois du café ?» demanda-t-il. « Une pause. »« Oui. »
Il versa 2 tasses une fois que c'était prêt, lui en tendit une. Elle la prit sans parler, la tenant à 2 mains. Ses doigts étaient plus rudes qu'il ne s'y attendait, calleux, comme quelqu'un qui avait connu le labeur, pas une délicate fille tribale. Il remarqua une petite marque rouge le long de son poignet, à moitié guérie. Cela ressemblait à une brûlure de corde. Il ne demanda pas. Ils restèrent assis ainsi un moment. Lui à table, elle sur le sol. Finalement, il parla à nouveau. « Pourquoi toi ?» Elle leva les yeux. Il garda sa voix égale. « Si Toka a toute une tribu, pourquoi t'envoyer toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent. La réponse ne vint pas vite. « Ils disent que je suis trop silencieuse, dit-elle. Que je rends les hommes nerveux. Qu'aucun guerrier n'a jamais demandé pour moi. » Colt fronça les sourcils. « Parce que tu ne parles pas? Parce que je ne souris pas quand ils veulent. Parce que je ne fais pas semblant. » Il la regarda de près. Elle ne le disait pas avec amertume. Juste comme un fait. Ma mère était une guérisseuse. Elle est morte l'hiver dernier. Après ça, j'étais en trop. J'aidais les anciens. Je portais l'eau. Mais je n'avais pas de mari, pas d'enfant. Et je ne voulais pas épouser un homme qui... Elle ne termina pas la phrase. Colt hocha lentement la tête. Alors ils t'ont envoyé à moi à la place. Elle baissa les yeux dans son café. C'est ainsi qu'ils l'ont honoré. Mon grand-père. Mais c'était aussi une façon de se débarrasser de moi. Colt s'adossa, laissant cela s'installer. Il avait connu des hommes qui avaient été écartés par les leurs. Des éclaireurs qui buvaient trop, des vagabonds qui revenaient de guerre, trop changés pour appartenir. Il n'y avait pas pensé pour une femme, mais c'était la même chose. Nulle part où aller, personne à qui demander. « Tu veux y retourner ?» demanda-t-il. « Non. »« Pourquoi pas ?» Elle leva les yeux et pour la première fois, soutint son regard sans détourner les yeux. « Ils ne m'ont jamais demandé de rester. » Cela le réduisit au silence. Les heures passèrent tranquillement après cela. Elle l'aida à transporter l'eau. Pas besoin de mots. Il lui offrit des chaussures, une vieille paire laissée par un ouvrier du ranch disparu depuis longtemps, et elle accepta d'un hochement de tête silencieux. Il lui montra où la nourriture était gardée. Elle commença à nettoyer sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas de l'obéissance. C'était de la compréhension. Une sorte de trêve silencieuse entre 2 personnes habituées à être seules. Cette nuit-là, il installa un lit d'appoint près du feu. « Tu peux dormir ici, dit-il. Tu n'as pas à rester sur le sol. » Elle bougea lentement, s'allongea le dos aux flammes, tirant la couverture sur ses hanches. Ses cheveux se répandirent sur l'oreiller. Avant de se coucher, Colt posa une dernière question. Quelque chose qu'il n'avait pas voulu demander, mais qu'il ne pouvait plus retenir. « Cette cicatrice sur ton poignet. Qui te l'a faite ?» Sana ne répondit pas pendant longtemps. Finalement, elle murmura. « Un traître. Il y a des années, avant que la tribu ne me reprenne. » L'estomac de Colt se tordit. « Ils t'ont reprise après ça ?» « Oui, dit-elle, mais seulement à moitié. » Colt ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il écoutait le crépitement du feu et sa respiration douce et régulière à côté. Et il comprit quelque chose qui ne l'avait pas atteint complètement auparavant. Elle ne lui avait pas été donnée. Elle avait été jetée. Et maintenant, d'une certaine manière, elle était sa responsabilité, non pas à cause de ce qu'elle avait souffert, mais parce qu'il était le premier à n'avoir rien demandé en retour. Le vent se leva fort ce matin-là. Il fit vibrer le côté de la cabane, envoya de la poussière tourbillonner dans la cour, et secoua les arbres derrière la grange jusqu'à ce qu'ils craquent comme de vieilles articulations. Colt sortit avec son col relevé et son chapeau baissé, son souffle à peine visible dans le froid. Le printemps dans le désert était toujours en dents de scie. Chaud un jour, amer le lendemain. Il nourrit les chevaux en silence. Il suivait ses routines comme une horloge. Mais son esprit n'était pas immobile. À l'intérieur de la cabane, elle bougeait à nouveau. Elle nettoyait sans qu'on le lui demande, pliait le peu de linge qu'il y avait, ravivait le feu dans le poêle. Elle était là depuis 4 jours maintenant, et il n'avait toujours pas prononcé plus de quelques douzaines de mots. Mais sa présence avait rempli chaque coin de l'endroit. Elle ne demandait jamais ce qu'elle avait le droit de toucher. Elle aidait juste tranquillement, toujours pieds nus, se déplaçant toujours comme si elle était là depuis 1 an.
Il remarqua des choses. La façon dont elle attachait ses cheveux maintenant en de tresses épaisses qui pendaient derrière ses épaules. Comment elle avait recousu la déchirure de sa robe avec un peu de ficelle de son kit. Comment elle regardait parfois par la petite fenêtre latérale pendant de longues minutes sans expression, comme si elle observait quelque chose de lointain. Ce jour-là, il rapporta de la litière et la trouva en train de balayer le coin près du poêle. Elle se redressa en le voyant, et pour la première fois, il vit une hésitation en elle. « Puis-je rester plus longtemps ?» demanda-t-elle, la voix égale. Colt cligna des yeux. Ce n'était pas une question à laquelle il s'attendait. « Personne ne t'a dit de partir. » « Je voulais juste être sûr. » Il étudia son visage. Ses yeux ne suppliaient pas. Ils attendaient juste, comme si elle était prête à partir s'il bronchait. « Tu veux rester ?» dit-il simplement. « Oui. »« Alors reste. » Elle fit le plus léger des hochements de tête. Cet après-midi-là, tandis que le vent se calmait et que le soleil s'étirait dans la cour, ils travaillèrent côte à côte à réparer une traverse cassée sur la clôture du corral. Elle tenait le bois pendant qu'il enfonçait les clous rouillés sans un mot. La sueur perlait sur son front, mais elle ne l'essuya pas. Quand le travail fut terminé, elle se tint en retrait, respirant fort, sa poitrine se soulevant sous la forme de sa robe recousue, et regarda le ranch au-delà. « C'est calme ici, dit-elle. J'aime le calme. Moi aussi. » De retour à l'intérieur, il versa de l'eau dans la bassine pour se laver. Elle passa devant lui pour attraper un linge. Sa main frôla la sienne juste une seconde. Il ne bougea pas. Elle non plus. Leurs regards se rencontrèrent. Il ne détourna pas les yeux. Pas cette fois. Il y eut une pause, épaisse, lente, comme si l'air lui-même s'était arrêté de bouger. Puis elle prit doucement le linge de sa main, le trempa et commença à essuyer la poussière de ses bras. Cette nuit-là, ils dînèrent à la même table pour la première fois. Pas à travers la pièce, pas l'un d'eux sur le sol. Il lui tendit le pain. Elle lui passa les haricots. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas formel, mais c'était quelque chose. Après le repas, elle s'assit à nouveau sur le sol, repliant ses jambes sous la couverture. Colt rapprocha la chaise du feu. « Sana, dit-il, son nom doux mais clair. » Elle leva les yeux. « Veux-tu en parler ?» Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle savait. Il lui donnait de l'espace, mais lui demandait aussi si elle voulait laisser sortir une partie de cela. Après un long silence, elle répondit. « Quand j'ai été prise, dit-elle, ils m'ont attachée à un chariot. J'ai marché 4 jours comme ça. Ils m'ont donné des restes. Ils ont ri de mon corps quand ils ont essayé de me vendre à un fort dans le nord. L'officier a refusé. Il a dit que j'étais trop contusionné. » La gorge de Colt se serra. « Ma tribu m'a reprise, continua-t-elle, mais pas vraiment. Ils m'ont nourri. M'ont laissé dormir. Mais je n'étais plus l'une des leurs. Mon corps avait été touché. Je n'étais plus bonne. » Il serra la mâchoire. « Tu es bonne. » Elle ne répondit pas, « Tu n'es pas sale. » Pas brisée. Pas quelque chose. Sa voix se brisa légèrement. « Mais j'ai été donné à toi comme une dette. » Tu n'as pas été donné, dit Colt. Tu as été envoyé. Elle le regarda. Il ajouta plus lentement cette fois. Et je ne t'ai pas accepté comme paiement. Ils restèrent à nouveau silencieux. Puis, petite, incertaine, sa main sortit de sous la couverture et chercha la sienne sur l'accoudoir de la chaise. Elle ne l'atteint pas. Elle plaça juste la sienne par-dessus, douce et tremblante. Il ne bougea pas, laissa sa main là. La chaleur se répandit de cet endroit. Pas de la luxure, pas de la pitié, juste de la chaleur. Après un long moment, elle murmura, « Je n'ai plus peur maintenant. » Colt regarda le feu. Sa main ne bougea pas. Sa respiration ne s'accéléra pas. Il dit seulement, « Bah et honnête, alors tu es en sécurité ici. » Ce fut la première nuit où elle ne dormit pas sur le sol, mais sur le matelas à côté de son lit de camp. Et quand il se réveilla le matin, sa main reposait encore légèrement près de la sienne. Non pas accrochée, non pas revendicatrice, juste là. Au 6e matin, il n'était plus question de savoir si Sana appartenait à cet endroit. C'était seulement une question de comment. Colt se réveilla avec l'odeur du pain chaud et de la sauge. Il s'assit lentement, s'attendant à moitié à ce que le feu soit éteint et le silence soit le même type lourd qui le saluait chaque matin.
Mais la pièce n'était plus silencieuse de la même manière. Elle respirait maintenant. Elle bougeait. Sana se tenait près du poêle, pieds nus solidement plantés sur le plancher, une main tenant une cuillère en bois, l'autre glissée contre sa taille où la vieille robe en peau de daim pendait plus lâche maintenant, recousue plus soigneusement le long des coutures. Elle avait ajouté l'une de ses vieilles chemises en dessous pour se réchauffer, laissant le haut de la robe toujours bas, ses courbes douces mais fortes, découvertes juste assez pour lui rappeler qu'elle n'essayait plus de se cacher. Elle le regarda et lui offrit un petit hochement de tête. Il hocha la tête en retour. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Après le petit déjeuner, elle le suivit dehors, non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle savait déjà ce que la journée exigeait. Le vent de printemps avait encore changé. Une branche d'arbre cassé bloquait le ruisseau et le bétail n'était pas descendu boire. Colt attela la mule et remplit le chariot de cordes, d'outils et de lames de scie. Sana grimpa à côté de lui, s'assit les mains jointes sur ses genoux, ses yeux balayant le paysage pendant qu'il roulait. Elle ne demanda pas où ils allaient. Il n'expliqua pas. Ce n'était pas le genre de lien que les gens comprendraient s'ils le voyaient, mais il était là. Au ruisseau, le travail prit la majeure partie de la matinée. Colt grimpa dans les eaux froides et peu profondes. Bottes trempées, utilisant la hache pour briser la lourde branche tandis que Sana stabilisait la corde qu'il avait attachée. Lorsque la dernière section se détacha, le courant se remit à couler, et il sortit, trempé et respirant fort. « Tu aurais dû rester en arrière, marmonna-t-il, reprenant son souffle. » Elle le regarda, s'avança, et pressa le bord de sa jupe contre son visage pour essuyer l'eau. « Je ne suis pas venu pour rester en arrière, dit-elle. » Colt déglutit. Quelque chose changea en lui. Quelque chose de simple, mais de fort. Elle l'avait dit comme une déclaration de fait. Pas de la défiance, pas de l'émotion, juste la vérité. Quand ils revinrent à la cabane cet après-midi-là, il ouvrit la petite malle au pied de son lit et en sortit un paquet plié enveloppé dans de la mousseline délavée. C'était celui de sa mère. Une simple robe en coton. Jamais portée ici. Trop raffinée pour la vie de ranch, mais entière, solide, propre. Il la lui tendit. La tienne si tu la veux. Sana la regarda longuement. Puis elle le regarda. Il haussa les épaules. Tu l'as mérité. Je ne suis pas venu pour mériter. Il hocha la tête. Alors prends-la parce qu'elle est à toi maintenant. Non pas donnée. Non pas. Ses doigts effleurèrent les siens lorsqu'elle l'accepta. Pour la première fois, il la vit sourire. Pas large, pas démonstratif, juste une légère courbe vers le haut au coin de sa bouche. Réel. Cette nuit-là, elle ne la porta pas encore, mais elle s'assit sur le lit de camp au lieu du sol. Ils partagèrent une assiette, pas seulement un repas. Ils parlèrent un peu plus. Elle lui raconta qu'elle sculptait autrefois avec de l'os, que sa mère lui avait appris les plantes médicinales. Il lui parla de son frère, comment il était mort dans un tir croisé il y a des années, comment Colt avait chevauché trop lentement pour l'arrêter. « Je ne blâme pas ton peuple, dit Colt. Je blâme la guerre. Je le fais toujours. » La main de Sana traversa la table. Elle la posa légèrement sur la sienne. « Alors nous avons tous deux perdu dans le même feu, murmura-t-elle. Il ne la retira pas. Avant de se coucher, Colt alluma une lanterne et vérifia la serrure de la porte. C'était une habitude qu'il avait depuis des années. Mais lorsqu'il se retourna, Sana était déjà sous la couverture sur son lit de camp, le regardant. « Serais-je toujours séparé ?» demanda-t-elle. La question le prit au dépourvu. « Tu ne le es pas. » Elle baissa les yeux. « Je ne veux pas être un fardeau ou une ombre. » Colt s'approcha, prit la deuxième couverture sur l'étagère et la lui tendit. « Alors ne sois ni l'un ni l'autre, dit-il. Sois juste ici. » Il resta là un instant, attendant. Puis elle repoussa la couverture, fit de la place à côté d'elle, et pour la première fois depuis son arrivée, Colt s'allongea assez près pour sentir sa chaleur. Ils ne se touchèrent pas. Pas encore. Mais sa respiration était régulière, son corps détendu. Et quand elle murmura « Merci » dans l'obscurité, ce n'était pas pour la robe, la nourriture ou le lit de camp. C'était pour l'espace qu'il lui avait donné pour être entière. Et quand il répondit, la voix basse, « Tu es en sécurité maintenant », il le pensait. Pas comme une promesse, mais comme un fait. Le ciel devint ambré ce soir-là, un or profond se mêlant au bord de l'horizon. Colt l'observait depuis le porche,
les manches retroussées et les mains poussiéreuses par la réparation de clôtures qu'ils avaient terminées juste avant le coucher du soleil. Derrière lui, le doux tintement de la marmite résonnait de l'intérieur de la cabane où Sana bougeait pieds nus, sa silhouette familière maintenant, sa présence non pas étrangère, mais nécessaire. Elle portait la robe en coton. Elle lui allait serrer sur la poitrine, épousant les courbes que son ancienne robe avait à peine contenues. L'encolure descendait plus bas que ce qu'elle avait probablement fait sur sa mère. Et Colt l'avait remarqué lorsqu'elle était sortie avec pour la première fois ce matin-là. Remarqué et puis s'était forcée à garder les yeux levés. Elle ne se cachait pas de son regard. Elle ne s'offrait pas non plus. Elle se laissait juste voir telle qu'elle était, entière. Ce soir-là, elle lui apporta son assiette comme elle le faisait toujours maintenant. Haricots chauds, pain épais et tranches de courges rôties, reste de la saison dernière. Elle s'assit à côté de lui à table, son corps frôlant le sien alors qu'elle se penchait pour verser de l'eau dans sa tasse en fer-blanc. « Ça sent bon, dit-il, sa voix rauque. Elle le regarda avec ce léger sourire à nouveau. Ce n'est pas la nourriture. Il la regarda, incertaine si elle voulait dire ce qu'il pensait, mais elle n'expliqua pas. Après le dîner, elle nettoya les assiettes pendant qu'il attisait le feu. Aucun des deux ne dit grand-chose. Il n'y en avait pas besoin. La nuit contenait quelque chose de différent. Quelque chose de plus calme, de plus lourd. Pas de la tension, pas de la peur, mais un sentiment de décision. Elle tressa ses cheveux lentement, assise en tailleur sur le sol. Son dos était droit, ses yeux baissés. Il regarda ses mains travailler, remarqua le rythme de ses doigts, à quel point elle était prudente avec les mèches. Quand elle eut fini, elle le regarda et ne détourna pas les yeux. « Me vois-tu toujours comme quelque chose laissé à ta porte ?» demanda-t-elle. La question vint bas, presque un murmure. Colt prit une inspiration. « Non. Je te vois comme quelqu'un qui est resté. » Ses yeux ne bougèrent pas. « Puis-je rester plus près ce soir ?» Sa poitrine se souleva. Il ne répondit pas tout de suite. Non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il respectait ce que cela signifiait. Elle ne demandait pas à partager un matelas. Elle ne demandait pas à rembourser quoi que ce soit. Elle demandait à choisir. Il hocha la tête une fois. « Si c'est ce que tu veux. » Je ne demanderai pas si ce n'était pas le cas. Il se leva et se dirigea vers le lit de camp. S'assit et attendit. Elle le suivit après quelques secondes, lentement et délibérément, puis s'installa à côté de lui. La lumière du feu dansait sur sa peau, sa clavicule brillait au-dessus de la courbe de l'encolure en coton, ses jambes repliées sous elle. La pièce sentait la fumée de pain et la légère douceur de la sauge qu'elle avait ajoutée à l'eau de vaisselle plus tôt. Elle tendit la main vers la sienne en premier. Pas timidement, juste fermement. Colt laissa ses doigts se refermer autour des siens. Sa peau était douce, chaude, forte. Elle se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Pas un effleurement, un baiser. Honnête, réel. Il l'embrassa en retour, faisant attention de ne pas tirer, de ne pas presser, juste de la rencontrer là où elle était. Ses mains se déplacèrent vers son visage, puis vers sa poitrine, explorant sans hâte. Elle murmura son nom contre sa peau. Colt, murmura-t-elle. Juste une fois. Ils s'allongèrent ensemble, lentement, le souffle s'affaissant. Il déplaça la couverture sur eux deux, leurs corps pressés l'un contre l'autre, sa robe glissant à moitié sur son épaule. Il l'embrassa dans le cou. Elle s'agrippa à son flanc. Personne ne se pressa. La nuit était lente, honnête. Le silence n'était plus entre eux. Il les enveloppait comme une promesse. Lorsqu'elle se blottit contre sa poitrine après, son bras sur sa taille, elle demanda doucement, « Est-ce que ce sera toujours comme ça ?» Il la regarda, ses cheveux lâches maintenant, éparpillés sur sa poitrine nue. « Si tu restes, dit-il, je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. » Elle ne parla plus cette nuit-là, mais elle ne bougea pas non plus. Et quand ils s'endormirent tous les deux, elle était toujours là, enveloppée dans sa chaleur, le feu s'éteignant en braise. Les jours qui suivirent se déroulèrent tranquillement, comme quelque chose qui s'était installé dans un endroit. Non pas doux, mais sûr. Colt se levait toujours tôt. Vérifiait toujours les clôtures et nourrissait le bétail. Gardait toujours son fusil près de la porte et ses bottes près du lit. Mais maintenant, quand il ouvrait les yeux, elle était là. Pas recroquevillée sur le sol, pas à travers la pièce, mais à côté de lui. Parfois avec sa joue contre son bras, parfois avec sa main glissée sous la sienne.
Comme si elle avait toujours appartenu là. Sana ne changea pas du jour au lendemain. Elle ne parlait pas plus qu'avant. Elle ne commença pas à demander des choses ou à revendiquer l'espace. Mais sa façon de bouger était différente. Ancrée. Elle se tenait plus droite. Elle souriait un peu plus et elle commençait à fredonner de douces notes sans parole pendant qu'elle cuisinait ou balayait. Colt ne demanda pas ce que la mélodie signifiait. Il n'en avait pas besoin. Ils avaient leur propre rythme maintenant. Deux personnes habituées au silence, partageant le même feu, le même travail, le même lit. Ce n'était pas de la romance comme les autres l'appelleraient. Il n'y avait pas de fleurs, pas de promesses dites à voix haute. Mais il y avait autre chose. La routine, la stabilité, l'acte doux de ne pas partir. C'est ainsi qu'elle savait qu'il le pensait, et comment il savait qu'elle l'avait choisi. Un après-midi, après avoir transporté de l'eau du ruisseau, Sana s'accroupit près du porche, les manches retroussées, frottant les dernières vieilles marmites. Colt était assis à proximité, aiguisant une lame sur une pierre humide, ses yeux sur la lame, mais son attention se portant sur elle de temps en temps. « Ton peuple, dit-il, rompant finalement le silence. Penses-tu qu'ils reviendront » Sana fit une pause. Ses mains ralentirent sur le bord de la marmite. « Non, dit-elle. » Toka a fait son geste. C'était la fin. « Tu es sûr ?»« J'ai été envoyé une fois. Ils ne m'enverront plus jamais chercher. » Il hocha la tête, sa mâchoire se contractant légèrement. « Tu as peur qu'ils essaient de te reprendre ?» Elle secoua la tête. « Ils ne reprennent pas ce qu'ils jettent. Pas les femmes. Pas comme moi. » Il n'insista pas. Il n'avait pas besoin de plus d'explications. Ce qui importait maintenant n'était pas ce qu'il lui avait fait. C'était qu'elle n'appartenait plus à leur jugement. Après une longue pause, elle mit la marmite de côté et s'essuya les mains. Puis elle s'approcha lentement et fermement et s'agenouilla à côté de l'endroit où il était assis. « Je veux un nom, dit-elle. » Colt cligna des yeux. « Tu en as déjà un. »« Non, dit-elle. Ils me l'ont donné à la naissance, avant que je ne devienne ce que je suis. Je veux quelque chose qui soit à moi. »« Quelque chose que tu me donnes ?» Il la fixa, cherchant son visage. Elle était sérieuse. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Oui. » Il laissa la pierre humide tomber. « Très bien, dit-il. » Il réfléchit un long moment, puis ajouta, « Tu es forte. Tu es restée alors que tu n'y étais pas obligée. Tu as ta place ici, non pas parce que tu as été envoyé, mais parce que tu as construit quelque chose ici. » Elle attendit. « Alors ton nom, dit-il, devrait signifier cela. » Il ne lui donna pas un mot fantaisiste. Il se pencha juste plus près, la voix basse. « Stay, reste. » Elle cligna des yeux. « Stay ?» Il hocha la tête. « De rester. Parce que c'est ce que tu as fait quand personne d'autre ne l'a jamais fait. » Ses yeux brillèrent d'une chose qu'il n'avait jamais vue auparavant. De la surprise. Peut-être même une émotion proche des larmes. Mais elle ne pleura pas. Elle se pencha seulement et pressa son front contre ses mains sur ses genoux. « Je le garderai, murmura-t-elle. » Cette nuit-là, elle porta à nouveau la robe en coton, fraîchement lavée. Elle attacha ses tresses avec de nouveaux morceaux de cuir qu'il avait coupés pour elle. Et pendant qu'elle remuait le ragoût, elle demanda quelque chose de nouveau. « Si je restais pour toujours, dit-elle sans se retourner. Que serais-je pour toi ?» Colt posa l'assiette en fer blanc. « Tu veux dire comment je t'appellerais ?» Elle se retourna lentement, ses yeux fixés sur lui. « Oui. » Il se leva, traversa la pièce et tendit la main vers elle. « Tu ne serais pas mon invité, dit-il. Tu ne serais pas une aide ou une dette. » Il fit une pause, puis ajouta, clair et calme. « Tu serais ma femme. » Sana ne broncha pas. Ne parla pas tout de suite. Puis elle fit le plus petit des hochements de tête. « Je veux ça, dit-elle. Mais seulement si je reste parce que je choisis. » Il s'approcha. « Alors choisis-moi. » Elle tendit la main, ses doigts effleurant sa joue, son autre main pressant sa poitrine. « Je l'ai déjà fait, murmura-t-elle. Et quand il l'embrassa cette fois, ce n'était pas lent ou incertain. C'était certain, sûr et revendiqué. Le feu brûla bas dans la nuit, et la femme autrefois rejetée était maintenant assise à côté de son homme, son nom lui appartenant, sa place non pas donnée, mais construite avec ses mains et sa volonté. Au début de l'été, le paysage avait changé.
plus vert le long des lits de ruisseaux, l'herbe grimpant plus haut près des lignes de clôture, et le vent moins amer, effleurant plus doucement les fenêtres de la cabane. Eux aussi avaient changé. Colt ne parlait pas de ce qui avait changé entre eux. Il n'en avait pas besoin. La preuve était partout. 2 tasses en fer blanc au lieu d'une séchant près de la bassine. Sa robe pendue à côté de sa chemise sur la patère. La façon dont leurs bottes s'alignaient côte à côte à la porte de la cabane. La nuit, elle reposait sa tête sur sa poitrine, et il se réveillait avec son bras en travers de ses côtes, comme si elle avait toujours eu sa place là. Mais avec la paix venaient de petites questions qu'il n'avait pas exprimées. Resterait-elle une fois que le calme se serait estompé? Une fois que les corvées s'accumuleraient et que les jours s'allongeraient, il eut sa réponse le jour où le cheval se coupa la jambe sur le fil. Il venait de rentrer d'une vérification de la ligne du ruisseau et Colt était en train de retirer la bride lorsqu'il remarqua du sang coulant le long du pâturon arrière. Une coupure nette mais profonde. Il marmonna, attrapant un chiffon et de l'eau. Sana n'attendit pas qu'on lui demande. Elle s'agenouilla à côté de l'animal, tint son ressaut d'une main ferme, et pressa le chiffon sur la blessure sans broncher. « Ce n'est pas juste en surface, dit-elle. Il faudra le refermer. » Colt la regarda, surpris. « Tu sais ça? Ma mère m'a appris. » Elle lava la jambe avec soin, nettoya la lame, et sutura la chair tandis que le cheval respirait lourdement par le nez. Colt tenait le flanc stable. Ni l'un ni l'autre ne dit grand-chose, mais à la fin, le cheval resta immobile, la blessure bandée, et les mains de Sana étaient rouges et fermes. Après, elle recula, s'essuyant les paumes sur sa jupe. « Elle m'a tout appris, dit-elle. Mais je n'aurais jamais pensé l'utiliser ici. » Il la regarda avec quelque chose de nouveau. Du respect, plus profond qu'avant. Ce n'était pas seulement qu'elle avait aidé. C'était la façon dont elle l'avait fait. Sans panique, sans fierté. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis dehors à regarder le soleil disparaître derrière la crête, il rompit le silence. « Tu penses parfois à partir ?» demanda-t-il. Sana se tourna lentement vers lui. « Non, pas même une seule fois. J'ai pensé à ce que je serais si je l'avais fait, dit-elle. Ce que je fuirais encore. Mais pas où j'irais. Je ne veux pas partir. » Colt passa une main sur son visage, la voix basse. « Parfois, je me demande s'il me reste quelque chose à donner à une femme. » Elle le regarda fixement. « Tu m'as donné le calme. Un abri. L'espace pour choisir. C'est plus que ce que la plupart des hommes offrent. » Il ne répondit pas. Elle se pencha vers lui, son épaule reposant légèrement contre la sienne. « Je n'avais pas besoin d'être sauvée, ajouta-t-elle. J'avais besoin de rester. Tu as fait ça. » C'était le plus proche qu'ils aient jamais été de se dire « je t'aime », et c'était suffisant. Plus tard cette semaine-là, Colt lui apporta un simple anneau qu'il avait sculpté dans de l'os. Il n'était pas sophistiqué, pas de pierre, pas de polissage, juste lisse, chaud, et façonné de ses propres mains. Il ne fit pas de discours quand il le lui donna, il le tendit simplement. Elle le regarda longuement, puis le glissa à son doigt et hocha la tête une fois. « Je le porterai, dit-elle. Parce que je le veux, pas parce que je le dois. » Cette nuit-là, lorsqu'ils s'allongèrent ensemble, elle se blottit sous la couverture et ses jambes nues s'enroulèrent autour des siennes. Il l'embrassa à nouveau, plus lentement qu'avant, ses doigts effleurant sa taille, remontant la courbe de son flanc, puis s'arrêtant juste sous sa poitrine. Son souffle se coupa légèrement, non par peur, mais par disposition. Elle déplaça sa main pour guider la sienne. Elle voulait cela, non par obligation, mais parce qu'elle avait choisi ce lit, cet homme, cette vie. Ils firent l'amour tranquillement, sans se presser, sans avoir besoin de rien prouver. Juste des mains, de la chaleur et du souffle. Quand ce fut fini, elle posa son front contre le sien. « Je n'ai jamais eu de maison auparavant, murmura-t-elle. Tu en as une maintenant. Et un mari ? » Il répondit sans hésitation. « Ouais. Alors j'ai tout. » Et elle l'avait. Il n'y eut pas de vœux prononcés, pas de papier signé, mais dans le silence de la cabane, enveloppés dans la chaleur de la présence de l'autre, ils étaient devenus quelque chose de permanent, quelque chose que ni la tribu ni la loi ne leur avaient donné. Seulement le choix. L'été s'approfondit, sec et doré, avec des jours étirés longs et lents à travers le ciel du Nouveau-Mexique. La poussière s'installa sur les poteaux de clôture, les cigales chantaient sous le porche, et le ruisseau se réduisit à un murmure. Mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose avait pris racine. Pas la passion,
pas le feu, quelque chose de plus stable, de solide. Ils vivaient maintenant comme mari et femme. Non pas par la loi, non pas par l'Église, mais par toute mesure significative qui comptait le plus. 2 mains sur chaque tâche, 2 voix à la fin de chaque journée. Et quand les nuits se rafraîchissaient à nouveau, leur chaleur restait, enveloppés ensemble sous la même courte pointe, membres entrelacés, non par besoin, mais par appartenance. Colt n'avait jamais été un homme de mots, mais Sana ne lui en demandait jamais. Elle comprenait les choses par les gestes. Quand il lui apportait de la sauge sauvage du bord de la propriété, elle la faisait sécher sans commentaire, mais embrassait sa joue cette nuit-là. Quand elle raccommodait ses chaussettes et laissait une bande de fil bleu cousu le long de la couture intérieure, sa propre marque silencieuse. Il les portait comme si c'était une alliance. Et pourtant, une dernière question persistait entre eux, non dite. Et si quelqu'un venait les chercher? Un matin, alors que Colt aiguisait une oie à l'ombre derrière la grange, il la vit immobile dans le champ. Figée. Elle tenait un seau d'eau à moitié plein et regardait vers la crête lointaine. 3 cavaliers. Colt se leva lentement, non pas paniqué, mais alerte. Il attrapa le fusil là où il était appuyé et se dirigea vers elle. Pas vite, pas bruyamment. Reste derrière moi, dit-il. Elle n'argumenta pas. Les cavaliers arrivèrent lentement, pas des bandits. Ils pouvaient le dire à la façon dont ils se tenaient sur leurs chevaux. Mais pas des voisins non plus. Des Apaches. Lorsqu'ils s'arrêtèrent à la ligne de clôture, l'un d'eux descendit et s'approcha seul. Il était plus jeune que Toka. Bien habillé, sérieux. Colt garda le fusil bas, non levé. « Tu es Colt Brandon ?» demanda l'homme. « Je le suis. Je suis du sang de Toka. Son fils. » Les épaules de Colt se contractèrent légèrement. « Tok est décédé. » L'homme hocha la tête. « Il y a 2 semaines. Il a dit que tu devais le savoir. Il a aussi dit, la femme reste avec toi. » Colt sentit Sana bouger derrière lui. « Elle reste par choix, dit-il. Personne ne la retient ici. » L'homme les étudia tous les 2. Puis se tourna vers Sana. « Tu as été envoyé pour honorer une vie, lui dit-il. Nous ne nous attendions pas à ce que tu restes. »« Je suis resté, dit Sana. Parce que j'ai finalement été vu. Finalement demandé, et finalement autorisé à répondre. » L'homme la regarda longuement. Puis, avec un hochement de tête austère, il recula. « Personne ne reviendra, dit-il. Tu appartiens à l'endroit où tu es maintenant. » Il monta, fit demi-tour, et les 3 cavaliers disparurent par-dessus la crête sans un autre mot. Colt et Sana se tinrent dans la poussière, le soleil derrière eux. Le vent ne portait que le son des chevaux en retraite. Cette nuit-là, ils n'en parlèrent pas. Il n'y en avait pas besoin. Colt prit sa main au lit et la posa sur sa poitrine. « Tu penses qu'il le pensait ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Tu penses que nous sommes en sécurité maintenant ?» Elle se tourna pour lui faire face, sa voix douce, mais sûre. « Nous avons toujours été en sécurité. Tu ne le savais juste pas encore. » Dans les semaines qui suivirent, Sana recommença à planter. De petites rangées de courges, de haricots, de légumes que sa mère connaissait autrefois à l'odeur. Elle commença à garder une bourse de graines séchées attachée à sa taille. Une petite promesse portée près d'elle. Colt lui construisit une 2e table pour sécher les herbes. Il sculpta son nom sur le bord du cadre de la fenêtre. Stay, reste. Avec la même lame qu'elle avait utilisée pour suturer le cheval. Un matin, alors que le soleil perçait bas à travers les arbres, elle plaça sa main sur son ventre et l'atteint là. Il leva les yeux vers elle. Elle hocha la tête. « Tu es sûr ? » ?»« Je le suis. » Il ne parla pas. Il la tira juste contre lui et la tint longtemps, les yeux fermés. Elle ne pleura pas. Lui non plus. Mais ils savaient tous 2 ce que cela signifiait. Plus d'attente. Plus de doute. Elle avait été envoyée. Oui. Mais elle était restée par sa propre volonté. Et maintenant, une nouvelle vie resterait avec eux. Un enfant né non par obligation, non par survie, mais par choix, par le fait de rester, par l'amour. Et dans cette cabane tranquille du territoire du Nouveau-Mexique, avec un feu brûlant bas et le nom d'une femme gravé dans le bois, l'histoire ne se termina pas par des adieux, mais par un pour toujours.